Et bonjour à tous, chers élèves de première STL. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la partie numéro 3 de notre leçon H3. Donc, après avoir vu la naissance de notre Troisième République dans un contexte très difficile en première partie, défaite avec l'Allemagne, victoire des royalistes, etc., on a vu dans le grand 2 que cette Troisième République était finalement parvenue à s'enraciner autour de grandes lois, mais également en diffusant les valeurs républicaines auprès de la nation. Dans cette troisième partie et avant-dernière partie de cette leçon, nous allons voir que malgré tout, cette Troisième République est confrontée à de nombreuses crises. En réalité, elle rencontre encore diverses oppositions en France, notamment parce qu'avec la liberté d'expression nouvellement acquise, les opposants à la République n'hésitent pas à se soulever, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, pour commencer, première crise à étudier, on va parler d'antiparlementarisme et de crise boulangiste. Là, je sens que vous avez peur en voyant ces noms. Il n'y a rien de compliqué. Antiparlementarisme, c'est le fait d'être contre, anti, le régime parlementaire. On va voir ce que c'est le régime en fait qui est en place sous la Troisième République. Et la crise boulangiste, bon alors boulangiste, ça vient du nom boulanger. Et Boulanger est un homme qui s'appelle le général Boulanger, donc c'est ce qu'on va voir. Et on est donc de 1886 à 1889. Tout d'abord, on explique le contexte. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une grosse crise à la fin des années 80? Alors, la France rencontre une crise économique. C'est-à-dire qu'une grande partie des Français se retrouvent dans une situation financière désastreuse et ils considèrent que les politiques au pouvoir ne sont que de grands bourgeois, complètement déconnectés de leur quotidien, qu'ils sont trop riches et qu'ils ne font rien pour les aider, notamment les ouvriers. Alors, à savoir que à cette époque, en plus de cette crise économique, éclate tout un tas de scandales politiques, financiers, qui mettent en cause des politiques qui acceptent des pots de vin, qui mettent de l'argent sous la table, etc. Donc autant vous dire que des Français qui, eux, sont confrontés à une situation de crise économique, sont encore plus exaspérés par les politiques. Donc on a une partie des Français comme ça qui est très mécontente du régime de la Troisième République. À cela s'ajoute en plus le fait que pour certains Français, la Troisième République ne prépare pas suffisamment la revanche avec l'Allemagne. Je vous rappelle que la France a perdu la guerre en 1871 et a du coup vu une partie de son territoire partir à l'Allemagne, c'est-à-dire l'Alsace et une partie de la Lorraine. Donc on a beaucoup de Français mécontents de ce régime. On parle donc d'antiparlementarisme, c'est-à-dire qu'ils sont contre le régime parlementaire de la Troisième République. Alors, ça, c'est à comprendre, il faut que vous le compreniez, notamment en vue de ce que vous allez faire l'an prochain en histoire. Un régime parlementaire, c'est un régime politique dans lequel le Parlement a plus de pouvoir que l'exécutif. Je réexplique calmement. Aujourd'hui en France, ce n'est pas un régime parlementaire. Autrement dit, en France, vous le savez, aujourd'hui, le président de la République, chef du pouvoir exécutif, a énormément de pouvoir. Ce n'est pas le cas sous la Troisième République. Sous la Troisième République, c'est le pouvoir législatif qui a plus de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, c'est ceux qui votent les lois, qui les font, deux chambres, les députés et le Sénat. Tout ça, ça forme le législatif. Et au-dessus, l'exécutif, c'est le président et ses ministres, le gouvernement. Donc sous la Troisième République, les députés et les sénateurs ont plus de pouvoir et le président de la République a en fait très peu de pouvoir. Donc une partie des Français n'apprécie pas ce régime et souhaiterait que l'on ait un homme fort, un président par exemple, au pouvoir et qu'il ait beaucoup de pouvoir, quasiment un régime autoritaire. Donc tous ces Français mécontents trouvent dans le général Boulanger, vous l'avez juste ici, un candidat idéal. C'est-à-dire que Boulanger, à cette époque-là, il est ministre de la guerre sous la Troisième République. Et en fait, il est très populaire chez les Français, notamment parce qu'il défend fermement la revanche contre l'Allemagne. Donc tous nos Français mécontents de ces politiques qu'ils considèrent comme des privilégiés, trop riches, trop bourgeois, plus peu revanchards à l'égard de l'Allemagne, se retrouvent dans cet homme Boulanger. Et on va avoir en fait la constitution d'une vraie opposition boulangiste entre 1886 et 1889. Les boulangistes vont progressivement gagner plusieurs élections, etc., etc. En 1889, les partisans de Boulanger, qu'on appelle donc les boulangistes, demandent à Boulanger de faire un coup d'État, de prendre le pouvoir par la force pour instaurer une nouvelle constitution dans laquelle le président de la République aurait beaucoup plus de pouvoir pour changer ce régime parlementaire. Georges Boulanger est à deux doigts de réaliser ce coup d'État
Et en fait, arrive aux oreilles justement des républicains cette tentative de coup d'État à venir. Les républicains parviennent à faire peur à Boulanger, à lui mettre la pression, et alors il décide de renoncer et il s'exile à l'étranger. En 1889, c'en est donc terminé de la crise boulangiste, mais néanmoins, il reste malgré tout ses partisans qui demeurent très mécontents de ce régime. Quelques années plus tard, une autre crise va complètement bouleverser la société française. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le B. C'est l'affaire Dreyfus qui va durer 12 ans. Cette affaire, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est une affaire qui va profondément marquer la France, et encore aujourd'hui, et qui va montrer comme une partie des Français est antisémite. Antisémite, c'est-à-dire qu'ils sont totalement racistes, hostiles à l'égard des Juifs. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour commencer, je vous passe une petite vidéo qui vous explique un petit peu le début de cette affaire Dreyfus, qui était Dreyfus, pourquoi il a été accusé, etc. Tout commence rue de Lille à Paris, à l'ambassade d'Allemagne. Et voici Madame Bastian, la femme de ménage de l'ambassade. En fait, Madame Bastian est membre du service français de contre-espionnage. Chaque jour, elle fait mine de vider les poubelles et en rapporte en fait le contenu au commandant Henri. Et en ce jour de septembre 1894, elle trouve dans la poubelle une lettre qu'on appellera désormais le bordereau, une lettre déchirée en 6 grands morceaux, non signée et non datée, adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne, Max von Schwarzkoppen. Le bordereau fait état de documents militaires confidentiels français qui doivent être transmis à une puissance étrangère. Le ministre de la Guerre ordonne une enquête et très vite, un coupable idéal est identifié. C'est le capitaine Alfred Dreyfus. Il est à l'état-major de l'armée, il a donc accès à des documents importants. Il est alsacien, parle donc allemand, ce qui lui permet d'échanger facilement avec l'ennemi. Et surtout, il est juif. Or, si en cette fin du XIXe siècle, encore sous le choc de l'humiliation de la perte de l'Alsace et la Lorraine, la France fait face à une très forte montée du nationalisme, elle affronte aussi un violent déchaînement d'antisémitisme. Le capitaine Dreyfus nie fermement, mais l'armée ne veut rien entendre. Une machine implacable se met alors en route. Comment résumer l'incroyable succession de mensonges, de faux en écriture, d'allégations erronées, de détournements d'enquête et de violations du droit de la part de l'armée et des tribunaux militaires? L'écriture de Dreyfus ne correspond en aucune manière à celle du bordereau? Qu'importe, un soi-disant expert développe la théorie de l'auto-forgerie. Dreyfus a inventé cette nouvelle écriture. Arrêté le 15 octobre, Dreyfus refuse d'avouer. On lui pose un revolver sur la table pour qu'il se suicide. Il n'en fait rien. Il est alors inculpé d'intelligence avec l'ennemi et incarcéré dans le secret total. Fin octobre, un journal antisémite, La Libre Parole, révèle l'affaire et se déchaîne contre Dreyfus. C'est le début d'une campagne antisémite qui va se propager à travers toute la France. Comme vous venez de le voir, en 1894, le capitaine Dreyfus, un militaire français de confession juive, est arrêté car les services de renseignement français viennent de découvrir une lettre venant d'un militaire français qui envoyait des renseignements top confidentiels à l'Allemagne. Les soupçons se portent alors sur le capitaine Dreyfus. Donc, son procès est organisé par un tribunal militaire, tout du moins un semblant de procès en réalité, car il est déjà, dans les faits, condamné. Il est donc condamné sous prétexte que son écriture ressemble quelque peu à celle de la lettre retrouvée. Il est condamné à 2 choses. Tout d'abord, il est condamné à la déportation à vie au Bagne, sur un bagne situé au nord de la Guyane, donc en Amérique du Sud, juste au nord de la Guyane française, sur une île qu'on appelle l'île au Diable, sur laquelle il n'y a rien. C'est-à-dire que sur cette île, il n'y aura que Dreyfus et ses surveillants. Donc condamné à vie là-bas, et en plus de ça, il est condamné à la dégradation, c'est-à-dire le fait de perdre tous ses rangs militaires. Là, je vous ai mis une illustration de sa dégradation. Ça va se passer de façon totalement humiliante pour Dreyfus. Il est mis dans la cour de l'école militaire française et devant une foule de 4000 militaires, donc ses compagnons d'armes, puisqu'il était militaire, on lui retire tous ses insignes les uns après les autres.
Dreyfus part donc au bagne, son état de santé s'aggrave de jour en jour car il est très mal nourri, notamment. En 1898, donc 4 ans plus tard, ce qui est absolument énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça fait déjà donc des années qu'il est au bagne, sa famille continue à se battre et à clamer son innocence, mais on a surtout un gros changement. C'est-à-dire que, là vous n'avez pas la photo, puisque je ne vous multiplie pas les photos, sinon ça vous en fait un peu trop, on a un nouvel homme qui arrive à la tête des services du renseignement français. Et ce commandant se pose des questions sur l'affaire Dreyfus et commence à se demander si Dreyfus n'est en réalité pas innocent. Est-ce qu'on ne l'aurait pas condamné un peu trop vite? Et là, il reçoit une lettre très étrange de la part de l'Allemagne qui demande à ce que cet homme, Esterhazy, cesse de délivrer des renseignements à l'Allemagne car ces renseignements ne sont pas suffisamment pertinents. Et là, du coup, notre nouveau commandant à la tête des services de renseignement se dit « Je vais peut-être enquêter sur cet homme Esterhazy ». Et là, il se rend compte que ce militaire français est très endetté au jeu, a donc besoin d'argent, et il compare son écriture avec celle du fameux bordereau qui a fait condamner Dreyfus. Et là, il se rend compte que les écritures coïncident totalement. Ce sont les mêmes écritures. Cet homme est le vrai coupable de trahison pour l'Allemagne, Esterhazy. Donc, un nouveau procès est organisé pour condamner ce cher Esterhazy. Sauf que là, cet homme, le commandant Henri, vous en avez entendu parler dans la vidéo, arrive comme par magie et donne au tribunal de nouvelles preuves qui, à nouveau, condamnent Dreyfus. Donc, le procès a lieu, mais en réalité, pareil, faux procès, puisqu'on dit Esterhazy n'est pas du tout coupable, alors que c'est le vrai coupable. On ne fait pas attention à la ressemblance d'écriture, etc. Pourquoi l'armée refuse de revenir sur ce jugement? Car revenir sur ce jugement serait se discréditer. Ok? Donc, Esterhazy, quand même, sentant le vent tourner, est acquitté et il part se réfugier au Royaume-Uni où il finira sa vie tranquillement. A l'inverse, Dreyfus crève toujours au bagne. La même année, son frère, Mathieu Dreyfus, se bat corps et âme, persuadé que son frère, Alfred Dreyfus, est innocent. Il va engager les meilleurs avocats, il ne va avoir de cesse de parler avec des grandes personnalités pour tenter qu'il s'engage pour son frère Alfred Dreyfus. Et parmi tous les hommes qui vont s'investir dans la défense de Dreyfus, nous allons avoir Émile Zola. Alors Émile Zola, c'est l'un des écrivains les plus populaires de cette époque, qui défend notamment la cause des ouvriers et des mineurs en France. Et il va décider de publier dans l'Aurore, ce qui est un journal à l'époque, une lettre au président de la République qui s'appelle « J'accuse ». Alors je vais tout de suite vous passer un petit extrait de cette lettre dans lequel il donne tous les noms des militaires qui ont menti, qui ont fait des faux, etc., etc. Pour cette lettre, qui accuse des grands militaires français, Zola sera d'ailleurs condamné à 1 année de prison. Donc tout de suite, je vous passe cet extrait. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. La société française va totalement se diviser en deux. Nous allons avoir un camp que l'on appelle les Dreyfusards, c'est-à-dire les personnes qui défendent Alfred Dreyfus, qui sont persuadés que Dreyfus est innocent, qu'il est victime d'antisémitisme, que l'armée a fait une erreur et qu'on doit procéder à un nouveau jugement pour Dreyfus, car l'armée s'est trompée et ce n'est pas grave, ce n'est pas la discréditer que de revenir sur ce jugement. Et à l'inverse, on a l'autre camp, les anti-Dreyfusards, ceux qui s'opposent formellement à Dreyfus, qui sont pour une grande partie profondément antisémites, anti-juifs, et qui considèrent que l'armée a raison, que Dreyfus est le traître. Alors, je vous ai mis une illustration de cette division de la société française en deux, qu'on trouve en 1898 dans le journal Le Figaro, que vous connaissez encore. Et donc, vous avez cette caricature qui illustre cette division de la société. Ici, on a une tablée, une famille qui se réunit, qui discute. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, tout se passe bien. Et puis,
Juste en dessous, vous avez cette même tablée, désormais en chaos, la nappe à moitié déchirée, les chaises renversées, les gens se tapent dessus, et en légende, ils en ont parlé. Et c'est vraiment ce qui se passe, cette caricature est révélatrice de l'époque. On a réellement une société française qui se scinde, qui se divise en deux. D'un côté, ceux qui défendent Dreyfus et de l'autre, les anti-Dreyfusards. En 1899, nouveau rebondissement dans l'affaire, on va se rendre compte que les fameux documents apportés par le colonel Henry, vous vous souvenez, c'est celui qui, comme par magie, quand Esterhazy, le vrai coupable, a été inculpé, arrive avec de nouveaux documents accusant Dreyfus. Et là, on va se rendre compte qu'en réalité, tous ces papiers sont faux, que le colonel Henry a lui-même réalisé ces fausses preuves pour éviter d'accuser Esterhazy. De là, Dreyfus est alors rejugé. On considère qu'avec des fausses preuves, il faut le rejuger. Et contre toute attente, contrairement à ce que vous pourriez penser, malgré cela, Dreyfus est une nouvelle fois condamné, alors que tout accuse le vrai coupable, Esterhazy. En fait, vous êtes face à une armée française qui ne veut pas perdre la face et qui ne veut pas reconnaître qu'elle s'est trompée. Alors on modifie sa condamnation, il n'est plus au bagne, désormais il va être condamné à la prison. Il est finalement gracié quelques mois plus tard, c'est-à-dire que c'est le président qui va l'amnistier, le gracier, le libérer de toutes les charges qui sont retenues contre lui. Il faudra attendre 1906, donc 12 années depuis le début de l'affaire, pour que l'armée réhabilite Dreyfus et lui redonne ses rangs militaires. En parallèle, le colonel Henry, celui qui avait réalisé les faux, qui permettait de déculpabiliser Esterhazy, le vrai coupable, se suicide en prison. Alors ce suicide en prison, je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire, en fait on n'a aucune preuve certaine, puisqu'il est retrouvé le lendemain dans sa cellule, gorge tranchée par 2 coups de rasoir, et le rasoir dans la main droite fermé comme ça. Donc est-ce qu'il a été assassiné par un gardien? Est-ce qu'il s'est suicidé? Je ne sais pas. On ne le sait pas. En tout cas, on considère qu'il s'est suicidé. Donc, voilà ce qu'il en est de cette affaire Dreyfus. Vous le comprendrez, cette affaire, elle est véritablement cruciale pour comprendre la France de l'époque. Pendant 12 années, la société s'est déchirée et cette affaire, elle a en fait remis en cause tout un tas de valeurs qui étaient notamment développées par la Troisième République et dès 1789. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la République a outrepassé, s'est moquée des valeurs d'égalité. La République n'a pas respecté les droits de l'homme non plus. Et qui plus est, cette affaire a souligné qu'une grande partie des Français étaient antisémites. Cet antisémitisme ne va pas disparaître à la fin de l'affaire Dreyfus, bien au contraire, et finalement atteindra son apogée en 1940 avec le régime de Vichy, avec Pétain à la tête de la France qui mettra en place des lois explicitement antisémites. Mais ça, vous en parlerez en terminale. Et au revoir à tous, nous avons terminé cette partie 3 sur les crises que traverse la Troisième République et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 4 sur la colonisation de la France, partie absolument exceptionnelle, en tout cas très intéressante. Au revoir à tous.